Le bruit du visage de la serveuse heurtant la table a glacé tout le restaurant. Pendant que l'héritier arrogant riait, personne n'osait bouger. Personne, sauf un homme silencieux, dans l'ombre. Il a posé sa tasse. Son berger râlement s'est levé, le poil hérissé. Ce jeune riche pensait être intouchable, mais il ignorait qu'il venait de réveiller un ancien Navy SEAL. Il venait de commettre la dernière erreur de sa vie. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La pluie frappait la grande vitre du dîner. Un bruit constant, hypnotique, qui se mêlait à l'odeur de café brûlé et de graisse froide. C'était un mardi soir comme les autres dans cette petite ville côtière, où l'espoir semblait s'être arrêté il y a longtemps. Les habitués étaient là, tête basse, yeux rivés sur leurs assiettes, comme s'ils portèrent le poids du monde sur leurs épaules voûtées. On entendait le cliquetis des fourchettes, le murmure des conversations fatiguées. Et puis, soudain, le bruit a changé. Ce n'était plus la pluie. C'était le son mat, écœurant, de la chair qui heurte le bois verni. Une fois, deux fois, le silence qui a suivi n'était pas paisible. Il était terrifié, figé dans la glace. Au centre de la pièce, une jeune serveuse, Sophie, avait le visage écrasé contre une table. Au-dessus d'elle, un jeune homme en chemise de soie immaculée, Preston Hargrove III, riait. C'était un rire laid, dissonant. Il tenait les cheveux de la jeune femme comme on tient un trophée de chasse. Sa petite amie, juste à côté, filmait la scène avec son téléphone, un sourire cruel aux lèvres, cherchant le meilleur angle pour l'humiliation. « Dis encore que tu es désolé », ordonna Preston, sa voix résonnant avec l'arrogance de celui qui n'a jamais entendu le mot « non ». « Je suis désolé », sanglota Sophie, le sang se mêlant aux larmes sur sa joue. Personne n'a bougé. C'était cela, la véritable tragédie de ce moment. Non pas la violence d'un seul homme, mais la paralysie de tous les autres. Le vieux pêcheur au comptoir a fixé ses yeux brouillés avec une intensité désespérée. Une mère a pressé la main de son jeune fils pour qu'il se taise, détournant le regard. La peur. Cette peur poisseuse qui rend les honnêtes gens invisibles, qui les transforme en statues de sel. Preston Hargrove possédait la ville, ou du moins son père la possédait, et cela suffisait pour geler le sang de chaque témoin. Sauf un. Dans le box du fond, plongé dans l'ombre, un homme n'a pas bougé comme les autres. Ryan a simplement arrêté sa tasse de café, à mi-chemin de ses lèvres. Il observait la scène avec des yeux calmes, trop calmes. À ses pieds, sous la table, une masse sombre s'est animée. Ghost, son berger allemand de 40 kilos, s'est levé lentement. Ce n'était pas un mouvement brusque, c'était la montée inévitable d'une marée noire. Un grondement sourd a commencé à vibrer dans la poitrine du chien, un son si bas, si profond, qu'on le sentait dans le plancher plus qu'on ne l'entendait. C'était le son d'une menace ancienne. Ryan a posé sa tasse. Le bruit de la porcelaine sur la soucoupe a claqué comme un coup de feu dans le silence du restaurant. Il s'est levé. Il ne portait pas de vêtements de luxe, juste une vieille veste élimée, et le regard de quelqu'un qui a vu des choses que Preston ne pourrait même pas imaginer dans ses pires cauchemars. Lâche-la. Ce n'était pas un cri, c'était un murmure, froid comme l'acier d'une lame au petit matin. Preston s'est figé, son sourire vacillant pour la première fois. C'est à cet instant précis que la porte du dîner s'est ouverte violemment. Les gyrophares bleus et rouges ont balayé les murs, dansant sur les visages pâles. Le shérif Tucker est entré, suivi de deux adjoints nerveux. Un homme massif, au visage buriné par les compromis et les petites lâchetés. On aurait pu croire au salut. Sophie a levé les yeux, espérant une intervention, mais le shérif n'a pas regardé la fille qui saignait. Il n'a pas regardé l'agresseur riche. Il a fixé Ryan. « Éloignez votre chien et sortez d'ici, étranger », a craché Tucker, la main posée sur son arme. « Ou je vous arrête pour agression. » L'injustice, brute et nue,
venait de s'asseoir à leur table, et Ryan comprit alors que la guerre ne faisait que commencer. La porte du diner s'est refermée derrière lui, avec un tintement de clochette joyeux, presque obscène, compte tenu de la violence qu'il venait de laisser derrière la vitre embuée. L'air salin de la nuit l'a frappé au visage, froid et humide, portant avec lui l'odeur de la marée basse et des promesses non tenues. Ryan a marché jusqu'à son vieux pick-up garé dans l'ombre la plus profonde du parking, et ses bottes crissant lourdement sur le gravier. Ghost, fidèle ombre fauve et noire, trottait à ses côtés, les muscles encore tendus, prêt à mordre sur un simple claquement de doigts, mais attendant l'ordre qui ne viendrait pas. À l'intérieur de l'habitacle, le silence était différent. Ce n'était pas le silence électrique de la peur, mais celui, lourd et étouffant, de l'absence. Ryan a fermé la portière, s'enfermant dans ce sanctuaire de métal et de vieux cuir. Il a posé ses mains sur le volant, sentant les vibrations de sa propre colère diminuer lentement. Son regard a glissé vers le siège passager. Il était vide. Il était toujours vide depuis 6 mois, mais ce soir, le vide semblait hurler. C'était la place de Maria. Il pouvait presque sentir son parfum. Elle a un mélange tenace de vanille bon marché et de l'odeur stérile des hôpitaux qui avait marqué ses derniers jours. Elle aimait poser ses pieds sur le tableau de bord lors des longs trajets, une habitude qui l'agaçait autrefois et qui, aujourd'hui, lui manquait à en perdre la raison. Il a fermé les yeux, laissant sa tête basculer en arrière contre l'appui-tête usé. Le nom résonnait dans son crâne comme un glas funèbre. Hargrove. Ce n'était pas seulement le nom d'un voyou riche dans un restaurant de bord de route. Il avait vu ce nom imprimé en lettres noires, agressives, sur des centaines d'enveloppes empilées sur la table de la cuisine. Hargrove, Financial. Les lettres de relance, les menaces voilées, les appels incessants à toute heure du jour et de la nuit, pendant que Maria subissait sa chimiothérapie, pendant qu'elle s'affaiblissait, ont terrifié non pas par la mort qui approchait, mais par l'idée de laisser Ryan avec des dettes insurmontables. Une vague de chaleur glacée a traversé ses veines. Ce garçon, ce Preston, n'était pas un hasard malheureux. C'était la suite logique. Le père avait tué l'esprit de Maria avec des taux d'intérêt usuraires et du harcèlement légal. Le fils écrasait des visages pour le plaisir, parce qu'on lui avait appris que les gens ordinaires n'étaient que des obstacles. C'était la même pourriture, la même arrogance toxique qui se nourrissait des faibles. Ryan a serré le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, la douleur physique étant la seule chose qui le gardait ancré dans la réalité. Il n'était pas venu dans cette ville pour fuir ses démons. Il était venu pour comprendre pourquoi sa femme était morte avec la peur au ventre. Et maintenant, il avait un visage à mettre sur cette douleur. Il a tourné la clé de contact. Le moteur a toussé, puis rugi, brisant la mélancolie de l'instant. Soudain, son téléphone a vibré sur la console centrale, un bourdonnement sec contre le plastique dur. Un message texte, numéro inconnu. Ryan a hésité, sa main tremblant imperceptiblement, puis a saisi l'appareil. La lumière bleue de l'écran illuminait son visage fatigué, creusant les cernes sous ses yeux. « Je sais qui vous êtes, et je sais pourquoi vous êtes ici. Ne partez pas. » Il a relevé la tête, scrutant les ombres du parking à travers le pare-brise. Quelqu'un d'autre observait. Quelqu'un d'autre attendait que la justice frappe. Et pour la première fois depuis la mort de Maria, Ryan ne se sentait plus tout à fait seul dans sa guerre. Le vieux quai de chargement, à l'extrémité ouest de la ville, n'était plus qu'un squelette de bois pourri et de ferraille rouillé, s'avançant dans l'océan noir. La pluie tombait en rideaux serrés, noyant le monde dans un gris uniforme, le genre de nuit où les secrets s'échangent loin des regards. Ryan avait garé son pick-up derrière un conteneur abandonné, le moteur éteint, écoutant le rythme régulier des essuie-glaces qui luttaient contre l'averse. Ghost, assis droit sur le siège passager, a soudain tourné la tête vers la vitre latérale, ses oreilles se dressant. Une silhouette approchait, courbée contre le vent,
serrant un manteau trop fin contre sa poitrine. C'était Marianne, la tante de Sophie. Elle avait le visage de ces femmes qui ont passé leur vie à s'excuser d'exister. Mais ce soir, il y avait une étincelle de désespoir qui ressemblait à du courage. Elle a ouvert la portière et s'est glissée à l'intérieur, apportant avec elle l'odeur de la pluie froide et de la peur. Sans un mot, elle a sorti une enveloppe épaisse de sous son manteau et l'a posée sur le tableau de bord. Ses mains tremblaient violemment, non pas de froid, mais de terreur pure. « Ce n'est pas juste, Sophie », a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant. « C'est tout le monde, depuis des années. » Ryan a ouvert l'enveloppe. À la lumière faible du plafonnier, il a vu des noms, des dates, des rapports médicaux photocopiés à la hâte, des fractures, des accidents domestiques, des vies brisées. Ils appellent ça le nettoyage, a continué Marianne, les yeux rivés sur le pare-brise embué. Le père paie, le fils frappe et le shérif efface. Si vous parlez, vous perdez votre travail. Si vous criez, vous perdez votre maison. Et si vous vous battez, elle n'a pas fini sa phrase. Elle s'est tournée vers Ryan, et dans ses yeux cernés, il a vu ce reflet familier qui lui a tordu l'estomac. C'était le même regard que Maria avait eu lors de ces dernières semaines, ce regard d'animal traqué qui sait que le piège s'est refermé. Une connexion silencieuse, douloureuse, s'est tissée entre eux dans cet habitacle sombre. Ils étaient deux survivants d'une guerre invisible. Soudain, Ghost a émis un grondement sourd, profond. Ryan a levé les yeux vers le rétroviseur. Au loin, à l'entrée du quai, des phares balayaient l'obscurité comme les yeux d'un prédateur affamé. Une voiture de patrouille avançait lentement, ses feux de recherche fouillant les ombres. Le shérif Tucker. « Ils nous ont trouvés », a soufflé Marianne, la panique montant dans sa gorge. « Bien, baissez-vous », a ordonné Ryan, sa voix calme, contrastant avec la tension électrique de l'instant. Il n'a pas allumé ses phares. Il a desserré le frein à main et a laissé le camion reculer doucement, profitant de la pente naturelle du quai, le moteur au point mort, silencieux comme la mort. Les pneus ont roulé sur le gravier mouillé avec un bruit de succion à peine audible. Le faisceau lumineux du shérif est passé à quelques centimètres du capot, illuminant la pluie en suspension, mais manquant le véhicule noir caché dans l'angle mort du conteneur. Ryan a enclenché la première vitesse une fois hors de vue, s'engageant sur la vieille route côtière sans allumer ses feux. Ce n'était pas une course-poursuite de film d'action. C'était un jeu du chat et de la souris, lent, étouffant. Il conduisait à l'instinct, et mémorisant chaque virage de la route sinueuse qui longeait les falaises, guidé seulement par la lueur pâle de la lune à travers les nuages. Derrière eux, les lumières du shérif tâtonnaient dans la nuit, cherchant une proie qui venait de s'évaporer dans les embruns, laissant derrière elle une promesse de vengeance. Le ciel au-dessus de Maple Street ne saignait pas, il brûlait. Une lueur orange, malsaine, pulsait contre les nuages bas, projetant des ombres dansantes et grotesques sur les façades des maisons voisines. Ryan a garé son camion à 2 rues de là, l'air étant déjà saturé de cendres flottantes et de l'odeur chimique, écœurante, du vinyle et des souvenirs qui fondent. Il a couru vers la barrière de sécurité, la chaleur le frappant au visage comme une gifle physique, sèche et brutale. Devant lui, la maison de Marianne n'était plus qu'un squelette de bois noirci, rugissant sous l'assaut des flammes. Les sirènes hurlaient, mais elles semblaient lointaines, presque dérisoires face à la fureur du feu. Sophie était là, assise sur le marchepied d'une ambulance, enveloppée dans une couverture grise trop rêche. Son visage était éclairé par les flammes qui dévoraient ce qui restait de son enfance. Elle ne pleurait pas. Elle était au-delà des larmes, figée dans cet état de choc où le monde perd sa cohérence. Ryan s'est accroupi devant elle, bloquant la vue de l'enfer. Sophie, elle a cligné des yeux, comme si elle sortait d'un rêve profond. Sa voix était un fil ténu, prêt à rompre. Ils ont tout pris, Ryan. Ils ont fouillé avant le feu. Tucker. Il a pris la trousse de ma mère, son insuline.
Oui, il a dit que c'était une pièce à conviction. Une pièce à conviction. La cruauté de la phrase a glacé le sang de Ryan plus sûrement que l'hiver. Confisquer de l'insuline à une femme diabétique n'était pas une procédure policière. C'était une tentative de meurtre par bureaucratie, lente et douloureuse. Il a regardé les pompiers lutter inutilement contre le brasier. Puis, il a regardé Sophie. La peur dans ses yeux n'était pas pour la maison, mais pour sa mère. À cet instant, la mission de Ryan a changé. Il n'était plus là pour venger un fantôme. Il tenait la vie des vivants entre ses mains. « Reste ici. Ne parle à personne », a-t-il ordonné doucement. Il a conduit vite, ses mains fermes sur le volant, traversant la ville endormi comme une ombre. Il ne s'est pas dirigé vers l'hôpital, surveillé par les hommes de Tucker, mais vers une ruelle sombre, derrière la vieille pharmacie du centre. Earl Dawkins, un ancien infirmier de combat au Vietnam qui portait ses cicatrices, aussi visiblement que ses tatouages, vivait au-dessus. Ryan a frappé à la porte arrière. 3 coups secs, un rythme militaire. Earl a ouvert presque immédiatement, une batte de baseball à la main, les yeux vifs malgré l'heure tardive. Il a vu le visage de Ryan, la tension dans sa mâchoire, et il a compris sans qu'un mot ne soit prononcé. 5 minutes plus tard, Ryan redescendait les escaliers en métal, un sac en papier brun serré contre sa poitrine. À l'intérieur, le flacon d'insuline et les seringues cliquetaient doucement. Earl n'avait posé aucune question, refusant même l'argent que Ryan avait tenté de lui donner. « C'est pour la bonne cause », avait grogné le vieil homme. Oh, la seule qui compte. En remontant dans son camion, le flacon froid contre sa paume, Ryan a senti le poids de sa nouvelle responsabilité. Il n'était plus seulement un homme en colère, il était un bouclier. Son téléphone a vibré sur le siège passager, brisant le silence. L'écran s'est allumé, projetant une lumière spectrale dans l'habitacle. Un nouveau message d'un numéro masqué. Joli feu, non? La prochaine fois, on s'occupe du chien. On sait où il dort. Ghost, qui somnolait à côté de lui, a ouvert un œil, sentant le changement dans l'atmosphère. Ryan a lu le message 2 fois. Sa main s'est refermée sur le téléphone jusqu'à ce que le plastique craque sous la pression. Il pensait l'intimider. Il ne savait pas qu'il venait de transformer une croisade de justice en une guerre personnelle. Et pour un homme comme Ryan, et la famille, même celle qu'on se choisit, était la seule ligne rouge qu'il ne fallait jamais franchir. La planque n'était guère plus qu'une cabane de pêcheurs abandonnée, perchée à l'orée des marais, là où la route goudronnée cédait la place à la boue et aux souvenirs oubliés. L'air à l'intérieur était vicié, imprégné d'une odeur de vieux bois et de sel marin. Mais c'était le seul endroit où les yeux du shérif Tucker ne pouvaient pas les atteindre. Sophie était assise sur une caisse en plastique retournée, ses mains serrées autour d'une tasse de thé tiède qu'elle n'avait pas touchée. Ghost montait la garde près de la porte, ses oreilles pivotant au moindre craquement des poutres sous le vent. « Il parlait souvent », murmura Sophie, sa voix brisant le silence oppressant. « Preston, quand il était ivre, ou quand il voulait impressionner ses amis. Il parlait d'un héritage, d'un projet qui allait changer la côte pour toujours. » Ryan, qui nettoyait méticuleusement une vieille lanterne à pétrole, s'arrêta. Il leva les yeux, attentif. Quel genre de projet? Sophie frissonna, resserrant son gilet autour de ses épaules. Du forage offshore, des milliards de dollars, disait-il. Mais il y avait un problème, un verrou. Elle hésita, cherchant ses mots dans le brouillard de sa fatigue. Il manquait une parcelle, un morceau de falaise qui bloquait l'accès aux infrastructures. La propriété Mitchell. Le nom frappa Ryan comme un coup de poing au plexus. Mitchell. Ce n'était pas seulement son nom, c'était celui de Maria. C'était la terre de sa famille, aux 7 hectares de broussailles et de rochers, face à l'océan, où elle voulait construire une petite maison. Un jour, quand la maladie ne serait plus qu'un mauvais souvenir, tout s'emboîta soudainement, avec une clarté terrifiante. Les lettres de relance, les menaces, les taux d'intérêt illégaux. Ce n'était pas de la simple cupidité financière, c'était un siège.
Ils n'essayaient pas de récupérer de l'argent. Ils essayaient de la briser pour qu'elle vende. Ryan ferma les yeux, et l'image de Maria sur son lit d'hôpital lui revint, dévastatrice. Elle était morte en pensant qu'elle avait échoué, qu'elle laissait son mari dans la ruine à cause de ses soins médicaux. Elle était morte rongée par la culpabilité, alors qu'en réalité, elle était la gardienne involontaire d'une fortune que des vautours convoitaient. Elle n'était pas morte de dette. Elle était morte pour une vue sur l'océan. La douleur du deuil, qui avait été une brûlure constante depuis 6 mois, changea de nature. Elle refroidit. Elle devint une chose dure, tranchante, précise. Ce n'était plus de la tristesse, c'était de la stratégie. Il se leva, le mouvement fluide et déterminé. Il n'y avait plus de tremblement dans ses mains. Il sortit de sa poche un petit carnet noir, usé par les années de service, et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis sa démobilisation. « Tu vas appeler qui ?» demanda Sophie, sentant le changement dans l'atmosphère, l'électricité statique d'une tempête imminente. « Quelqu'un qui attend cet appel depuis très longtemps, » répondit Ryan. Il porta le téléphone à son oreille. À l'autre bout, après 2 sonneries, une voix féminine sèche et professionnelle décrocha. « Oh, agent Cross, c'est Mitchell. Je sais pourquoi vous ne parvenez pas à coincer les Hargrove, et je sais comment nous allons les détruire. » Il y eut un silence, puis le son d'un sourire audible dans la voix de l'agent. « Je vous écoute, Mitchell. » Ryan regarda Ghost, puis l'océan sombre par la fenêtre sale. La forteresse des Hargrove semblait imprenable de l'extérieur. Mais Ryan venait de trouver la clé pour l'ouvrir de l'intérieur. Et il n'allait pas seulement ouvrir la porte. Il allait faire s'écrouler le toit sur leur tête. L'aube n'était pas encore levée sur la côte, mais le brouillard marin s'accrochait aux falaises comme un linceul humide et gris. Le silence de la propriété Hargrove, ce manoir imprenable qui surplombait la ville avec une arrogance de pierre, fut déchiré non par le chant des oiseaux, mais par le battement rythmé et viscéral des pales de rotor. 3 hélicoptères noirs ont surgi de la brume, tels des prédateurs d'acier fondant sur leur proie. Au sol, les équipes tactiques du FBI avançaient avec une précision chirurgicale, une chorégraphie létale de bottes silencieuses sur le gravier et de canons d'assaut noir mat. Pas de cris inutiles, juste des ordres brefs chuchotés dans les radios, et le fracas soudain du bélier contre la porte en chêne massif. Preston Hargrove II, l'homme qui avait passé 30 ans à construire un empire sur le dos des faibles, a été tiré de son lit en pyjama de soie. La scène avait quelque chose de pathétique. Sans ses costumes italiens, sans son bureau en acajou, il n'était qu'un vieil homme effrayé, plissant les yeux devant les lampes tactiques aveuglantes. Pour la première fois de sa vie, où son argent ne pouvait pas acheter le silence. Et ses menaces ricochaient contre les gilets pare-balles des agents fédéraux. Le cliquetis des menottes se refermant sur ses poignets a résonné dans le grand hall de marbre. Un son métallique, définitif, qui a semblé briser un sortilège ancien. Il a hurlé à l'injustice, invoqué le nom de gouverneur et de juge, mais ses yeux trahissaient une terreur nouvelle, celle de l'homme intouchable qui découvre soudain sa propre mortalité. Depuis une colline voisine, Ryan observait la chute des dieux à travers ses jumelles, Ghost assise stoïquement à ses pieds, les oreilles dressées. Sophie était là aussi, serrant ses bras autour d'elle-même, tremblante, non de froid, mais d'adrénaline pure. Voir le titan tomber, y voir l'homme qui avait détruit tant de vies être traîné vers une voiture banalisée, comme un criminel ordinaire, était une libération violente. Mais alors que les agents sécurisaient le périmètre, Ryan a froncé les sourcils. Il a scanné les visages, cherchant une silhouette plus jeune, plus arrogante. Il manquait quelqu'un. Son téléphone a vibré contre sa poitrine. C'était l'agent Cross. Sa voix était tendue, coupante. On a le père, les dossiers financiers et le shérif Tucker. Mais le fils n'est pas là. Sa chambre est vide. Son lit n'a pas été défait.
Une goutte de sueur froide a coulé le long de la colonne vertébrale de Ryan. Preston Jr. n'était pas un stratège froid comme son père. C'était un enfant gâté, violent, impulsif et acculé. Et les animaux blessés sont toujours les plus dangereux. Le téléphone de Sophie a sonné à cet instant précis, une mélodie joyeuse et incongrue qui a juré avec la tension lourde du matin. Elle a décroché, son visage passant de l'anxiété à l'horreur absolue en une fraction de seconde. « Maman » a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Mais ce n'était pas sa mère à l'appareil. C'était un silence lourd, suivi d'une respiration paniquée, puis une voix masculine, déformée par la rage et la peur. « Tu croyais avoir gagné, petite serveuse ?» a craché Preston. « J'ai ta mère. Si tu veux la revoir vivante, viens seule au port de Plaisance. Maintenant. Pas de flic ou elle meurt. » La ligne a coupé. Sophie a lâché le téléphone, ses jambes se dérobant sous elle. Ryan l'a rattrapée avant qu'elle ne touche le sol. La victoire chirurgicale du matin venait de se transformer en cauchemar sanglant. Le piège s'était refermé sur le père, mais le fils avait encore des crocs, et il venait de les planter là où ça faisait le plus mal. Le yacht immaculé, symbole flottant de l'arrogance des Hargrove, dansait doucement sur l'eau noire du port de Plaisance. Le clapotis des vagues contre la coque était le seul bruit, rythmé et indifférent au drame qui se jouait sur le pont supérieur. Preston était là, adossé au bastingage, les yeux écarquillés par une panique qui frisait la folie. Il serrait la mère de Sophie contre lui, son bras autour de son cou fragile. Un pistolet chromé, trop brillant, trop propre, appuyé contre sa tempe grise. La vieille femme ne bougeait plus, tétanisée, ses yeux cherchant désespérément une issue dans le vide. Ryan s'avança sur le quai en bois. Il marchait lentement, les mains bien en évidence, son paume ouverte vers le ciel. Il n'avait pas sorti son arme. Il n'avait pas crié. Il avançait simplement, un pas après l'autre, le bruit de ses bottes résonnant comme un compte à rebours inévitable. Ghost n'était pas visible. Il était une ombre parmi les ombres, une promesse de violence tapie sous une bâche, attendant le signal que seul lui et son maître connaissaient. « N'avance plus !» hurla Preston, sa voix montant dans les aigus, brisée par l'hystérie. « Je vais tirer, je le jure, je vais la tuer !» Ryan s'arrêta à 10 mètres du bateau. Il ne regarda pas l'arme. Il planta ses yeux directement dans ceux de Preston, ignorant la menace pour disséquer l'âme. « Non, tu ne le feras pas, » dit-il. Sa voix était calme, presque douce. Le genre de ton qu'on utilise pour calmer un animal blessé ou un enfant en colère. Et parce que tu n'es pas un tueur, Preston. Tu es juste un petit garçon riche qui a cassé un jouet et qui a peur que papa le découvre. « Ferme-la !» Preston agita l'arme, et la mère de Sophie laissa échapper un sanglot étouffé. « Mon père va tout arranger. Il arrange toujours tout. Ton père est menotté à l'arrière d'une voiture fédérale, » coupa Ryan, impitoyable. Il n'y a plus d'argent, plus d'avocats, plus de shérif pour effacer les vidéos. Il ne reste que toi, seul, sur ce bateau ridicule. Ryan fit un pas de plus. Regarde-toi. Tu trembles, tu as peur. Tu as passé ta vie à te croire un lion, parce que tu étais né dans un zoo doré. Mais maintenant que la cage est ouverte, tu réalises que tu n'es qu'une proie. Le visage de Preston se décomposa. La vérité, brute et sans phare, le frappa plus fort qu'un poing. Il vacilla, l'illusion de sa propre puissance s'effondrant sous le poids du regard de Ryan. « Je suis un Hargrove », balbutia-t-il, comme si le nom était une prière magique. Mais la magie était morte. Dans un sursaut de rage impuissante, il raffermit sa prise, hurlant de désespoir, le doigt se contractant sur la détente. C'est à cet instant que l'ombre se détacha de l'obscurité. Ghost n'a pas aboyé. Il a traversé l'espace entre le quai et le bastingage, en un bond prodigieux. Une flèche fauve et noire, propulsée par une force brute. L'impact fut violent. Le chien percuta Preston à l'épaule, ses mâchoires se refermant sur le bras armé, avec un craquement sec. Le coup de feu partit vers le ciel, une détonation inutile qui se perdit dans la nuit.
Preston hurla, tombant à la renverse, lâchant la mère de Sophie qui s'effondra sur le pont. Et Ryan était déjà là. Il enjamba le bastingage, écarta l'arme d'un coup de pied et ordonna « Halte !» Ghost relâcha instantanément sa prise, reculant d'un pas, grondant, prêt à reprendre le combat. Mais il n'y avait plus de combat. Preston Hargrove III, le prince de la ville, était recroquevillé en boule sur le tech poli, serrant son bras ensanglanté, pleurant à chaudes larmes comme l'enfant qu'il n'avait jamais cessé d'être. Ryan le regarda et ne ressentit aucune victoire, aucune joie sauvage, juste une immense fatigue et une pitié profonde pour ce gâchis humain, pour cet homme qui avait tout eu et qui n'avait jamais rien été. Les sirènes approchaient enfin, hurlant leur chant de justice tardive. Mais pour Ryan, le silence était déjà revenu. 6 mois ont passé depuis cette nuit au port de Plaisance. L'hiver a cédé la place à un printemps radieux, et avec lui, le brouillard perpétuel qui semblait envelopper la côte s'est enfin levé. Sur la falaise, là où le vent fouette les herbes hautes, le bruit n'est plus celui des sirènes ou des cris, mais le rythme régulier, constructif, d'un marteau frappant le bois neuf. La vieille maison Mitchell, longtemps abandonnée aux éléments, renaît de ses cendres. L'odeur de la sûre fraîche se mêle désormais à celle des embruns. Un parfum de renouveau qui pique les narines et réchauffe le cœur. Ryan posa son outil et essuya la sueur de son front. Il n'était plus seul sur ce terrain. Dans le jardin, près de l'endroit où Maria avait rêvé de planter des rosiers, un jeune vétéran en fauteuil roulant lançait une balle de tennis. Un golden retriever exubérant, et l'un des premiers diplômés du projet K9 Mitchell, courait après la balle avec une joie pure, sans retenue. Ryan sourit. Il avait compris que la seule façon de taire ses propres fantômes était d'aider les autres à affronter les leurs. Il ne reconstruisait pas seulement une maison. Il bâtissait un sanctuaire pour les âmes brisées, un endroit où les hommes et les chiens apprenaient ensemble que la vie valait encore la peine d'être vécue. Le grincement du portail le fit se retourner. Sophie était là. Elle portait une robe simple, légère, et ses cheveux n'étaient non plus tirés en arrière dans ce chignon sévère de serveuse épuisée. Elle rayonnait d'une tranquillité nouvelle. Elle monta les marches du porche et s'arrêta à côté de lui, regardant l'océan scintiller en contrebas. Elle ne dit rien. Il n'y avait pas besoin de mots. Elle glissa simplement sa main dans la sienne. Sa paume était chaude, vivante. Ce n'était pas un geste de passion dévorante comme dans les films, mais quelque chose de plus profond, de plus solide. Une promesse silencieuse de ne plus jamais affronter les tempêtes seule. « C'est beau », murmura-t-elle, parlant de la vue, mais aussi de tout ce qu'ils avaient accompli. « Oui », répondit Ryan, sa voix enrouée par l'émotion. « C'est enfin chez nous. » Alors que le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon, peignant le ciel de nuances violettes et orangées. Ryan s'éloigna un instant jusqu'au bord de la falaise. Ghost le suivit, s'asseyant fidèlement à ses pieds. Ryan ferma les yeux, sentant la brise marine caresser son visage. Il pensa à Maria. Pendant longtemps, son souvenir avait été une blessure ouverte, et une source de culpabilité et de rage. Aujourd'hui, c'était juste une douce mélancolie. « Tu avais raison », chuchota-t-il aux vagues. « La vue est magnifique. Je veille sur eux maintenant. Tu peux te reposer. » Il sentit un poids quitter ses épaules, emporté par le ressac. Il inspira profondément, remplissant ses poumons de cet air de liberté qu'il avait failli oublier. Il se retourna vers la maison, vers Sophie qui l'attendait, vers les chiens qui jouaient. Il était temps de vivre. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez qu'il existe encore une justice dans ce monde pour ceux qui osent se lever, alors ne gardez pas ce message pour vous. Le mal prospère quand les gens de bien restent silencieux. Partagez cette histoire pour rappeler à chacun que le courage est contagieux. Donc abonnez-vous et rejoignez notre communauté pour d'autres récits de résilience et d'espoir. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci de nous avoir écoutés
Et n'oubliez jamais, même dans la nuit la plus noire, l'aube finit toujours par se lever.